contes de Maître Bozo. Et pour l'épisode du jour, Frances, Lily et Nancy. Vous vous arrêtez donc, vous m'avez dit, faire quelques courses. Vous prenez à boire, à manger, petites choses importantes, sauf s'il y a des choses auxquelles vous pensez là maintenant. On a oublié d'important. J'achète une corde pour choper la créature et la ligoter. La corde, tu as de la chance, je suis bienveillant, il y en a dans le coffre de la voiture. Avec un pneu de rechange, un cric. Absolument, oui. Donc bon, Lily, tu avais déjà 3 petites choses, et puis il y a la trousse à outils de ton frère qui laisse dedans, t'as l'habitude. Hein. Il y a une boîte à outils avec quelques outils à l'intérieur. Couverture. Oui, il y a une couverture aussi. C'est des choses qu'il y a toujours. On prend de quoi se faire des petits sandwichs avec du lard et du pain. Quelques victuailles. Et allons-y. Et vous partez donc en direction de Providence. Et donc voilà, vous vous retrouvez sur la route. Un temps un petit peu pluvieux. Vous quittez Boston, les grandes artères. Et puis vous continuez comme ça un petit peu en direction de Providence. Tu connais pas vraiment la route, Lily, hein. T'essayes de suivre les panneaux. Si je me trompe pas, cette chère Nancy est à côté de toi, hein, et elle utilise une carte. J'allais dire, c'est ça qu'on a oublié, la carte. Non, Nancy a une carte, elle y avait pensé. Et vous descendez comme ça en direction du sud-ouest. Vous roulez comme ça. Vous quittez vraiment la ville, hein. Vous quittez vraiment la civilisation même. Au bout d'une heure, vous traversez vraiment la campagne sur des routes aléatoirement bien entretenues. Vous croisez quelques véhicules, des charrettes. Toi, Lily, t'es peut-être même jamais vraiment sortie aussi loin de Boston. Hein. C'est ça qu'on appelle la campagne. Tu le découvres, des champs, des prairies, des petites collines à perte de vue avec des maisons de ci, de là, dans des états pas toujours bien entretenus, elles non plus. Et puis, surtout, c'est cette sensation finalement qui t'étouffe un peu d'étendue infinie, verdoyante. Faites une première petite pause, histoire de vérifier sur la carte que vous n'êtes pas dans la mauvaise direction. Mangez un petit peu. Le temps passe et vous allez arriver à Providence vers midi. La première chose que vous faites en dehors de Providence, c'est d'acheter la carte de Providence, histoire de savoir un petit peu où vous rendre, parce que c'est bien joli d'avoir des noms si on ne sait pas où aller. Et donc ça fait partie des choses auxquelles vous pensez assez rapidement. Vous poursuivez, hein, vous découvrez que se jette dans Providence, la Providence River, qui elle aussi touche la mer. Et vous arrivez donc par le nord, à North Providence. Vous arrivez à peu près au niveau de Pawtucket. Vous continuez un petit peu jusqu'à trouver... Est-ce qu'on va à l'université ou chez monsieur? Oh, plutôt chez lui. Oui. À l'université, il y est pas. Ouais. Lily, c'est toi qui conduis, fais-moi un jet de chance. Là, c'est bon. Et ça passe. Tu conduis, tu cherches des informations, et alors que tu continues, tu finis à cet endroit-là par tomber sur ce qui semble être un poste de police. Peut-être qu'on peut leur demander où se trouve Arnold Street. Oui. Vous garez la voiture, donc, et vous découvrez un petit poste de police, hein, pas le genre très grand, très rutile. Effectivement, c'est une annexe, quelque chose d'un peu plus simple. Hein. C'est un bâtiment en briques rouges, massif, carré. Au-dessus de la porte, hein, un petit fronton avec marqué police sur la porte sceau de la ville de Providence. Devant, il y avait une voiture de patrouille. Vous savez, les Ford T qui sont modifiés. Et puis, la porte est ouverte, il y a un drapeau américain qui flotte pas très loin de l'entrée. Vous commencez donc à entrer dans le poste de police. Un petit hall étroit, avec des murs peints il y a très certainement plusieurs années, un verre un peu passé, une odeur à la fois mélange de désinfectant et de tabac froid. En face, un petit bureau d'accueil en bois, avec un policier qui semble attendre. Il est en train de lire le journal du jour. Derrière, une grille avec ce qui semble être une unique petite cellule avec un lit. Et sur la gauche, très certainement, les parties privées. Quand vous entrez, les unes après les autres,
Le policier essaye de cacher son journal et fait semblant de lire un rapport. Oui, bonjour mesdames. Oui, bonjour monsieur l'agent. Mes filles et moi cherchons la Arnold Street. Bougez pas, je dois avoir un plan pas très loin, mesdemoiselles. Vous le voyez, gras, vieux, pas forcément athlétique. C'est peut-être une des rares fois dans la journée où il va se lever de la chaise et il part dans un petit cabinet au fond de la pièce, qu'il ouvre, et alors qu'il cherche un plan, vous voyez plusieurs classeurs et cahiers tombés. Il se baisse pour les ramasser en marmonnant quelque chose. Voilà, voilà, je savais que je l'avais. C'est le plan de la ville, on va regarder ça. Vous m'avez dit Willie Street. Arnold Street, monsieur l'agent. Arnold, c'est marrant, Arnold, oui. Oui, alors, eh bien, écoutez, eh bien voilà, c'est facile, c'est... Et il galère quelques instants, et puis il finit par vous montrer un point. Mais il a retiré son doigt très rapidement, vous avez à peine eu le temps de voir où est-ce qu'il avait mis son doigt. La seule chose que vous avez vue à peu près, c'est qu'il pointait le sud. Et est-ce que vous n'auriez pas, monsieur l'agent, un plan que vous pourriez nous donner? On vient pas d'en acheter un? T'es censé en avoir un. Bah faites voir alors, on va comparer les plans. Et il commence à comparer et il te montre Arnold Street sur le plan. Ah voilà, bah c'est pas à côté. Vous êtes à pied, mesdames? Non, nous avons une automobile, heureusement. Oh bah vous avez de la chance et vous savez la conduire. De nos jours, rien n'arrête le progrès, bah, bien sûr. Ah oui, bah écoutez, ce sont des jeunes filles modernes, hein. Oh bah moi, vous savez, ma petite Catherine, elle va avoir 31 ans. Elle a toujours pas trouvé d'époux et ça nous embête bien avec ma femme Judith. Ah, il faut pas désespérer. Parce que elle est un peu rêveuse, un peu tête en l'air. Et il te bassine comme ça sur des histoires de sa vie. Jusqu'à ce que tu l'arrêtes en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Peut-être que je pourrais vous aider. Est-ce que, par hasard, vous connaissez un éminent professeur de la ville de Providence, le professeur Collier? Professeur Collier, c'est professeur de musique ou de danse? Non, Non. un professeur d'histoire. Ah, d'histoire, parce que j'ai connu un Joe Collier. Il était professeur de danse et il faisait du piano Très aussi. bien. Merci beaucoup, monsieur l'officier, pour votre amabilité. Si c'est un professeur d'histoire que vous cherchez, il faudra aller voir à l'université Brown. Regardez, c'est ici. Très bien, c'est pas très éloigné de là où nous allons. Mais si vous cherchez un professeur de danse, je peux vous noter le nom de Monsieur Collier. Ça ira, merci beaucoup. Merci pour votre amabilité. Oui, parce qu'il fait, vous savez, les nouvelles danses à la mode. On s'éloigne lentement tout en lui faisant des grands sourires et des grands signes de la main. Vous voulez voir une photo de ma fille? La prochaine fois, monsieur, la prochaine fois. Bah écoutez, je suis là tous les jours de 8h à 18h. Bonne journée! Faire, on repassera, merci beaucoup. Vous reprenez donc la voiture. Vers plutôt son domicile, c'est ce qu'on s'était dit? Ouais. Donc vers la Arnold Street. Vous traversez donc la ville de Providence qui, dans certains coins, ressemble à n'importe quelle ville. C'est Boston en plus petit. Les gens ont l'air un peu plus souriants, un peu plus cordiaux. Ça vous paraît aussi moins sale. Et puis toi, Frances, la mixité sociale te paraît un peu moins exotique. C'est pas pour dire, mais tu as certaines habitudes, traditions, et effectivement, tu as l'impression que la ville est plus propre, qu'elle est moins malfamée. Après, c'est qu'une impression. Vous arrivez devant une maison, et tout de suite, quelque chose vous choque. C'est bien celle-ci, Oui. la maison, c'est le bon numéro, mais étrangement, Elle est délabrée. effectivement, alors que vous garez la voiture, elle vous paraît dans un état abîmé. Inhabité. C'est une maison isolée, pas de vis-à-vis direct. Elle est de plein pied et il y a un contraste entre le fait que la pelouse soit bien tondue, les arbres bien taillés, le jardin nettoyé correctement et cet intérieur qui vous paraît violemment ravagé. Les quelques volets ont l'air peints et pourtant ils sont cassés comme si s'était passé quelque chose récemment. Et un des volets
qui pend sur un des gonds. Le toit a été en partie détruit. Vous avez de nombreuses tuiles qui ont été retirées. Vous voyez une partie de la charpente. Au sol, des débris aussi de ce toit partiellement effondré. De là où vous êtes, vous voyez aussi que les fenêtres ont été abîmées et la porte enfoncée. Ça serait peut-être une bonne idée d'aller voir à l'intérieur Ouais. s'il reste quelque chose. La porte est ouverte, on peut y entrer. La porte est ouverte, elle a été enfoncée, absolument. Enfoncé ou arraché de l'intérieur? Alors de là où t'es, tu ne le vois pas. Tu vois juste que la porte est grande ouverte. On n'est plus là. Voilà. Ok. Vous entrez. Eh ben oui, on va. À l'intérieur, une fois que vous avez passé cette porte, une grande pièce qui fait tout l'usage. Un coin cuisine, avec un réchaud, un évier, plusieurs étagères. À côté, une petite table avec 2 chaises, un petit poêle à bois, pas très loin. Tout de suite, ce qui vous choque, c'est que tout a été retourné. Les meubles ont été retournés, détruits. Vous voyez des assiettes brisées, différents ustensiles de cuisine sortis de leurs meubles, comme si le meuble avait été renversé. Des tiroirs arrachés. Il y a cette odeur qui est un mélange de sang métallique, d'acide et d'une odeur un petit peu organique. Alors que vous n'êtes pas encore entré, au sol, des taches qui ont fait fondre une partie du parquet en bois. Peut-être un acide, peut-être... Est-ce que c'est une odeur qu'on connaît, on a déjà senti? Vous avez cette impression de l'avoir déjà senti au moins 2 fois la veille. Les 2 fois où vous avez rencontré la créature. Ouais. Et les taches d'acide, c'est le sang de la créature est acide, me semble-t-il. Tu n'en sais rien. En tout cas, ce ne sont pas des taches qui sont faites avec des produits ménagers usuels. Si on savait que le sang de la créature était acide. Sur la table d'entrée, une pile de lettres. Un peu plus loin, une chambre et une autre pièce fermée. Est-ce qu'on voit par les trous au sol qu'il y a, je sais pas, d'autres pièces peut-être en dessous? Vous avez vu effectivement un petit soupirail d'une pièce en sous-sol. Mais là, l'acide n'a pas rongé en fait le béton. Quand le bois D'accord. est en partie fondu, mais ça n'a pas traversé toute l'épaisseur de la pièce. Et vous ne savez pas si le sous-sol fait toute la longueur de la maison. Je pense que je vais regarder sur la pile de lettres. Toi, tu commences à regarder un petit peu sur la pile de lettres. Nancy, qu'est-ce que tu fais? Je vais fouiller un peu la pièce. Je me permets, ma chère Nancy, vous qui avez des compétences et un kit de crochetage, peut-être pouvez-vous ouvrir la porte de cette pièce fermée à clé. Moi, s'il y a des tiroirs ou des choses comme ça, quoi, je les ouvre ou sinon je vais dans la chambre. Frances, tu parcours les différentes lettres qui sont sur la table. Elles ont été un peu éparpillées partout. C'est plusieurs lettres qui ont l'air d'avoir été envoyées par le même homme, Aaron Kettler. Tu parcours rapidement un petit peu le courrier, tu vois que c'est redondant. Ça parle souvent d'une boîte qui est prête et qui attend le professeur. Il demande si le spécimen sera prêt. Et plusieurs fois, la phrase « La nuit du 22 » est écrite. Dans la dernière lettre, il dit « Les astres seront propices à sa domination ». Lily, tu parcours la pièce du regard et tu te diriges directement vers la chambre, comme tu m'as indiqué. C'est une chambre petite, un lit simple, défait, une armoire qui a été éventrée. Tu vois des traces de griffes très certainement, assez épaisses. Quelques vêtements au sol, un miroir pas très loin, fissuré, qui te révèle un portrait de toi, un double, coupé en 2. Sur le plancher et sur les murs, quelques traces de griffes aussi. Tu peux me faire un petit test d'enquête quand tu es dans cette pièce. Tu farfouilles un petit peu et sous une planche, sous une latte de plancher, tu trouves une petite boîte métallique qui est verrouillée. Elle ne s'ouvre pas. Il y a donc cette petite boîte et c'est à peu près la seule chose. Étrangement, même si tu vois que quelqu'un y a vécu, il n'y a pas vraiment d'objet personnel. Quelques livres de botanique, d'histoire, des histoires sur les religions aussi, qui ont l'air anciens. Nancy, toi tu te diriges vers la dernière pièce, c'est ça? Oui. C'est une salle d'eau, avec un petit lavabo, un petit cabinet de toilette. Rien de particulier. Il n'y a rien dans les petits placards sous le lavabo ou au-dessus? Quelques produits d'entretien, un savon, quelques serviettes de toilette. Faudrait peut-être qu'on fasse le tour de la maison pour trouver l'entrée du sous-sol, enfin s'il y en a une, si c'est... On peut essayer de forcer la boîte aussi. Effectivement, tu prends la petite boîte que Lily tient dans ses mains. Ça te prend quelques secondes. Tu forces à peine avec une lame de couteau. Et à l'intérieur, vous trouvez une vieille clé rouillée et une lettre sans nom qui dit « La parcelle boisée
derrière Swan Point Cemetery, propice à la cérémonie. Ça nous dit quelque chose là, le Swan Point Cemetery? Il était sur la carte de Providence. Absolument. Vous êtes passé devant un peu plus tôt, au nord. Nancy, tu prends ton crayon et avant même d'y penser, tu entoures le lieu, histoire de vous en rappeler. La cérémonie aura lieu a priori la nuit du 22, probablement à Swan Point Cemetery, donc demain soir dans ce cimetière. Exactement. Ouais, on a une vieille clé rouillée aussi. Ok. Donc moi je montre les lettres que j'ai trouvées. T'as pas eu le temps de tout lire, Oui. mais tu as cette impression de répétition. C'est pas comme s'ils s'échangeaient les nouvelles. Ça parle toujours de cette boîte qui est prête, des questions à propos du spécimen de cette nuit du 22 qui parle justement des astres propices. Il n'y a pas vraiment d'autres informations importantes. Mais dans ces lettres, il parle d'une boîte qui est prête. Peut-être que cette clé rouillée, elle sert à ouvrir la boîte. Peut-être. En même temps, si c'est Aaron Kettler qui a une boîte, qu'elle est prête, ah bah, c'est peut-être lui qui en a la clé, je sais pas. Moi, je ferais bien un tour quand même de la maison pour voir si justement cette clé n'ouvre pas quelque chose. Ouais. Un abri de jardin, une entrée de sous-sol, je sais pas, quelque chose. Pas bête. Et ben ouais, essayons de trouver l'entrée du sous-sol. Ouais. Vous ressortez de la maison et vous faites le tour, vous passez le petit jardin. Et à l'arrière, vous trouvez effectivement une entrée. Vous savez, ce genre d'entrée qui s'ouvre avec 2 portes en bois qui mènent à un sous-sol. Vous tirez les 2 grandes portes en bois et vous vous retrouvez dans le sous-sol, dans la cave de Monsieur Collier. Une cave très très mal entretenue. L'escalier en pierre qui descend vers ce sous-sol sombre est instable. L'odeur de la terre humide, du moisi, ça vous agresse un petit peu. Alors que vous êtes entré, vous tirez sur une petite ficelle et au loin, une petite lumière éclaire. Tout au fond, une porte en bois massif qui semble fermée. Dans la cave, des vieux meubles anciens, abîmés. Des caisses pleines de livres d'histoire. Des bibelots de décoration. Des ustensiles de cuisine. Comme si on avait vidé une autre maison en fait et que tout avait été stocké ici. Ben, moi je regarde dans les livres, notamment les livres d'histoire. Tu parcours rapidement, hein. C'est des livres assez basiques d'histoire. Okay. Il n'y a pas de livre particulier, c'est des éditions assez communes. Apprentissage, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique, l'histoire de certaines civilisations plus ou moins bien connues. Rien en tout cas qui te titille. Il n'y a pas un livre qui s'appellerait Naissance de l'ombre, par exemple. Pas du tout. C'est vraiment des ouvrages tout publics. On est plus sur des manuels de vulgarisation que sur des ouvrages réellement précis et... Ésotérique. Ah non, ésotérique, il n'y a rien du tout. Non, on est plus vraiment sur des livres, un peu d'histoire, un peu de géographie, botanique, biologie, mais des trucs vraiment qui sont très accessibles. Ils sont vieux, 30 ou 40 ans, ils sont anciens. À tes yeux, ils n'ont pas particulièrement de valeur. Et encore en plus, les thèmes qui y sont proposés, la manière dont ils semblent être présentés, c'est des livres d'apprentissage, pas des livres de perfectionnement ou des livres d'études poussées. Okay. La porte au fond est verrouillée ou on peut l'ouvrir comme ça ou... Tu t'avances jusqu'à la porte. Au sol, c'est une sorte de terre et à chacun de tes pas, tes pieds s'enfoncent de quelques centimètres. Il y a une sorte de passage au milieu, hein, comme si une personne allait et venait et avait fait de petits sillons. Aucune trace de pas vers les meubles à gauche et à droite. Nancy, qu'est-ce que tu fais de ton côté ? Je vais fouiller un peu. Tu fouilles un petit peu les différents objets et tu as cette impression effectivement qu'on a vidé une maison. Tu trouves différents objets, des objets qui ont 40, 50 ans, comme si on avait vidé une très vieille maison et qu'on l'avait mis là. La plupart des outils, des ustensiles sont rouillés, inutilisables. Il n'y a rien de valeur et les meubles même te paraissent trop vieux pour être utilisés à nouveau. Lily, tu t'approches de la porte, elle est fermée, à clé. Alors que vous vous rapprochez, le sol en terre, humide, moisi, laisse des empreintes de vos pas. Tout au fond, une petite lumière qui éclaire cette vieille porte en bois, sur laquelle vous voyez une belle serrure récente, un peu compliquée à ouvrir. Et toi, Lily, tu ouvres la porte avec cette clé. Vous entrez et vous arrivez dans une pièce, une petite pièce qui sert en fait de bureau. Ce que vous devinez tout de suite être un bureau occulte assez étrange. La pièce est soigneusement aménagée. Il y a plusieurs tables couvertes de carnets, de croquis,
des schémas anatomiques d'êtres humains et même d'êtres non humains, des notes en latin et même d'autres que vous n'arrivez pas à déchiffrer, des diagrammes d'incision, des carnets un petit peu de travaux médicaux, de travaux chirurgicaux. Pas très loin, des bocaux en verre alignés avec à l'intérieur un fluide ambré. Certains contiennent des fragments de tissu, d'autres des organes, et certains même contiennent des fœtus de créatures étranges. Ils sont petits, ils sont mal formés, ils ont pour certains des déformations, des yeux surdéveloppés, des sortes de queues. Alors que vous regardez ça, certains de ces bocaux ont des étiquettes écrites à la main, indiquant des dates, des lieux. Décembre 24, New York. Octobre 24, Providence. Les plus anciens semblent dater du début de l'année 1924. Et toutes les villes qui sont répertoriées sont à quelques heures seulement de voyage, quelques heures de route de Providence. À un endroit un petit peu caché, un petit hôtel miniature avec des résidus de poudre d'encens noir, quelques bougies consumées, et devant cet hôtel, au sol, des symboles. Vous ne connaissez pas, des symboles qui se paraissent étranges. Sur l'autel, il y a une figurine qui a l'air d'avoir été faite en argile d'une créature avec des ailes. De l'autre côté de la pièce, une armoire verrouillée. Et à côté de cette armoire, une sorte de cage assez grande qui est ouverte. Toute la pièce a cette odeur un petit peu de solvant, de formol. Mais il y a aussi une odeur un petit peu plus bestiale, un peu plus animale. Alors que vous entrez dans la pièce, que vous observez un petit peu ces choses, vous allez me faire toutes les trois un test de contrôle. Ouais. Et B. Vous êtes toutes les trois prises un petit peu d'une sensation effrayante. Les créatures que vous voyez dans les bocaux vous font rapidement penser à la créature ailée qui a emporté Fabiola. Et vous avez en plus cette odeur qui vous attaque. Et vous avez la tête qui tourne, vous sentez pas très bien, vous avez besoin un petit peu de respirer. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et peut-être que vous sortez prendre l'air le temps de vous remettre un petit peu de votre découverte. Oui, effectivement, moi je me mets à respirer un peu rapidement comme si je faisais une espèce de crise de spasmophilie je me ramène un truc dans ma barbe, j'ai besoin de sortir. Donc je sors de la pièce, je prends de grandes respirations. Je crois que t'es suivi rapidement par Lily. Oui. Toi, ça t'a rappelé, parce que t'es vraiment celle qui a vu Fabiola se faire agresser. Ouais, moi je respire fort, je respire vite, mais je dis rien. Même toi, Nancy, qui d'habitude est relativement stoïque, tu sens un petit peu cette aura malaisante, malfaisante qui dégage de cette pièce, et même toi, ça te provoque un mal, quelque chose qui ne va pas. Ouais, une sensation bizarre de trucs qui sont pas censés être là et qui sont là. Vous me faites toutes les trois un test d'enquête. Ah, shit. Frances, t'es concentrée sur ta respiration. La seule chose qui compte, c'est d'essayer de faire des techniques de respiration que tu connais, qui te permettent de calmer. Lily et Nancy, vous avez cette impression étrange qu'au-dessus de vous, à l'étage, des lattes de bois craquent. Chut, écoutez. Faites le calme, vous arrêtez de respirer quelques instants et effectivement, au-dessus de vous, vous entendez des pas un peu lourds. Et puis à un moment, là c'est clair, il y a quelqu'un qui vient de faire tomber quelque chose. Peut-être une chaise, peut-être un meuble, c'est compliqué à deviner, mais effectivement, il y a quelqu'un à l'étage. Quelqu'un dans la maison. Bon, allez, il faut faire vite si on veut trouver des indices. Est-ce que là, on n'a pas de repli de la cave? Si on veut sortir, il n'y a qu'une entrée. Non, mais il vaudrait mieux qu'on retourne dans la petite pièce en fait et qu'on ferme la porte derrière nous, quoi. Parce que de toute façon, on a la clé. Après, il y en a peut-être d'autres, mais oui. Mais ça peut s'enfermer là. Est-ce qu'il y en a une qui a un briquet sur elle? Parce que la cave est complètement plongée dans le noir. Hein, J'ai toujours un briquet et un petit bout de bougie. Très bien, de toute façon, il y a des bougies près de l'hôtel. Donc Frances, tu allumes une des bougies. Il y a une sorte de fumée un peu opaque. Et puis, il y a quand même cette odeur qui vous dérange. Et vous commencez donc à fouiller un petit peu. Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, j'essaie d'ouvrir le placard fermé à clé. Est-ce qu'il y a des livres? Il y a plusieurs livres, oui, sur une sorte d'étagère, derrière un des bureaux. Ok, mais j'essaie de chercher dans ces livres-là s'il y a un livre qui s'appelle Naissance de l'ombre. Très bien. Je refouille un peu, je regarde un peu les croquis. Est-ce
Ce serait intéressant de regarder si sur l'autel, il n'y a pas un bol tibétain, le bol qui a été volé au musée. Très bien. Mais Lily, tu farfouilles un petit peu comme ça, grossièrement. Alors, tu ne trouves pas de bol, hein, ça c'est clair. Tu trouves différents objets, différents dessins, tous aussi intrigants les uns que les autres. Rien qui te permette de comprendre un petit peu. T'as compris que c'était ésotérique, c'était occulte, hein. Mais il y a plein de choses pour lesquelles tu n'as aucune connaissance de ce genre de choses. Nancy, tu crochettes l'armoire verrouillée ? Oui. Alors, il y a pas de difficulté, hein. Tu crochettes assez rapidement. Et la seule chose que tu vois, c'est une sorte de toge, une sorte de tenue de cérémonie. Tu sais, ce genre avec la cagoule et puis une grande toge longue qui tombe. Ok. Dessus, il y a brodé à l'intérieur Lopette. Lopette, Hello. L-O-P-E-2-T-E. Bizarre ce mot. On est aux États-Unis, hein. Et du coup, ça veut dire quoi? C'est une toge qui est en relativement bon état. Tu la déplies, hein. Elle sent un petit peu l'encens, un petit peu comme la pièce. Et une fois dépliée, tu estimes que ça irait à quelqu'un entre 1m70 et 1m90. C'est quelque chose d'ordinaire, de ample, voilà. Il y a au-dessus une boîte avec le cadenas, mais la boîte est ouverte et elle est vide. Il n'y a rien dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. Quand on enferme une boîte vide dans un placard, fermé à clé. Frances, toi, tu parcours les différents livres. Ces livres-là n'ont rien à voir avec ceux qui étaient dans la cave, hein, où il y avait plutôt des manuels logiques et des choses. Là, il y a effectivement une collection. Même si t'es pas connaisseuse, il y a déjà plusieurs livres de médecine, d'anatomie, que tu reconnais, pour les avoir peut-être déjà vus, hein, des livres qui parlent de chirurgie, d'anatomie du corps humain, d'autres qui parlent aussi d'anatomie d'animaux. Il y a plusieurs livres qui sont, eux, des traités occultes. Tu ne les connais pas, mais tu déchiffres rapidement, hein. Il y a par exemple le fameux Satan m'habite, Dieu n'est plus là, hein, dont tu as déjà entendu parler, hein, qui est de ton point de vue un ramassis de stupidité non conventionnelle. D'autres sont écrits en latin, avec des noms tout aussi étranges. Tu ne retrouves pas le livre que tu cherchais. Pas plus que Matrice Silentis. Non, pas plus que de Cyclo, Matrice Silentis. Non, ces deux livres-là ont l'air d'être absents. Tu fais le tour un petit peu, mais il n'y a pas ce genre de livre. Par contre, on est clairement sur des livres étranges, hein. Hormis les manuels de médecine, le reste, tu les parcours très très brièvement. C'est fait de mélange de dessins, de plans avec des symboles, hein, certains que tu reconnais, des croix inversées, des bêtes avec des cornes, des bêtes avec des ailes. Bon. Ramassis de superstition. Absolument, de ton point de vue, sans y porter une grande attention, tu remarques que voilà, c'est une bibliothèque qui contient des ouvrages intrigants, va-t-on dire. Lily, tu continues de farfouiller et tu ouvres un des tiroirs du bureau. Tu vois un échange de lettres, des lettres qui n'ont pas été postées. Elles sont adressées à monsieur Arthur Westcott. Tu l'ouvres, j'imagine. Oui. Dans cette lettre, qui a été écrite très certainement il y a peu de temps, il y a marqué, parmi quelques convenables salutations, « Le bol retrouvé au musée est la clé. L'enfant de Boston sera la porte. » Et une autre, qui t'intrigue aussi, « Providence sera le berceau de la nouvelle chair. » Ok. Vous entendez, là où vous êtes, encore quelques bruits, comme si des meubles tombent, sont renversés. On a fini de fouiller. Ça fait une grosse dizaine de minutes de fouille, vous n'avez pas non plus tout étudié. Je vous rappelle que vous avez peut-être une bougie chacune, et il y a aussi surtout le fait d'être enfermé dans une atmosphère qui semble ne pas avoir beaucoup d'oxygène. Vous avez rapidement en fait la sensation d'avoir les yeux qui picotent, peut-être un petit peu la tête qui tourne, et puis vous êtes quand même dans un lieu qui respire un petit peu l'angoisse et l'anxiété, même si vous n'êtes pas forcément claustrophobe. Être enfermé avec toutes ces lumières, toutes ces ombres différentes qui s'affichent sur des dessins, sur des beaucoup. On a envie de sortir. Ouais, vous gardez quand même cette envie de voir la lumière, de sentir le frais. Ok. On récupère peut-être la toge, Ouais. au cas où ça nous servirait au cimetière. Vous sortez de la pièce, vous vous retrouvez dans la cave, vous sortez de la maison. On entend encore du bruit ou pas? Tu peux me refaire un test d'enquête. Vous reprenez un petit peu votre respiration. Nancy, tu n'entends plus rien.
Ça veut pas dire qu'il y a plus personne, mais en tout cas, les bruits semblent avoir cessé. Mais est-ce que la personne est partie? Est-ce qu'elle est pas juste à la sortie de la cave? C'est le risque. Pour moi, j'aurais tendance à prévoir un truc de défense au cas où, si on sort, on se fait attraper par quelqu'un. Est-ce qu'il nous reste une bougie? Oui, vous avez pu prendre une des bougies. On allume une bougie pour s'éclairer et on prend nos armes. La cave est relativement mieux éclairée, hein. Vous avez de la lumière et vous vous approchez doucement, vous sortez vos armes et vous approchez donc de la porte qui mène à l'extérieur. Vous sortez, l'air frais tout de suite vous fouette le visage et vous avez cette impression de sortir un petit peu de cette brume nauséabonde. L'odeur de moisi reste encore quelques instants dans votre nez, puis disparaît. Et puis l'air frais vous réveille un petit peu. Là, vous êtes quasiment sûr qu'il n'y a plus de bruit à l'intérieur. Si on retourne dans la maison pour voir ce qui a bougé, qu'il y a eu des bruits de meubles qui étaient déplacés, qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Ouais, s'il n'y a plus personne, oui, remontons dans la maison. Vous retournez dans la maison, vous faites un rapide état des lieux. Les lettres que vous aviez consultées sur la table ont disparu. Et en plus, vous avez cette impression que certains meubles ont été déplacés. Il y a une chaise qui a été renversée. Les étagères ont été fouillées. Il y a effectivement quelqu'un qui est passé. Vous avez du mal à savoir ce qui manque, mais vous avez cette impression que effectivement les tiroirs d'une commode ont été ouverts et pas refermés. Quelques meubles ont été peut-être déplacés. C'est un sentiment un petit peu étrange parce que vous avez du mal à remettre tout, mais vous êtes persuadé que pendant que vous étiez dans le sous-sol, quelque chose est venu. Pour chercher quelque chose, quoi. Très certainement. Donc là, on est chez Werner Collier. Ouais. Et c'était quoi l'autre endroit? Ah oui, c'était son université où on voulait aller. Ouais, l'université, ouais, mais je réfléchis depuis tout à l'heure à quel angle d'approche on pourrait avoir pour accéder à son bureau, tu vois, mais... Vous ressortez de la maison, peut-être en espérant peut-être voir ou apercevoir quelqu'un. Malheureusement, aucune voiture n'est garée devant la maison et aucun passant, personne. Vous êtes vraiment dans une rue déserte. Et les maisons les plus proches sont trop éloignées pour qu'ils aient pu voir quelque chose. Il y a plusieurs pavillons de ce style, c'est plusieurs habitations de ce style. Il y en a un en face, mais qui est... il y a ce petit chemin pavé qui mène à la grande rue, qui fait bien une dizaine de mètres, et vous avez à peu près la même chose. Il y a bien une maison en face. Il y a une maison qui est sur le côté, hein, une cinquantaine de mètres. C'est assez espacé. Il y a d'autres habitations. C'est comme si la personne qui avait fouillé la maison pendant qu'on était à la cave s'était volatilisée. Vous avez pris quand même une dizaine de minutes pour allumer les bougies, fouiller. Ouais, il a eu le temps de faire des trucs, quoi. Voilà, on n'est pas sur un coup de magie à la Sylvain Mirouf. C'est pas on a entendu du bruit et on est ressorti pour voir qui était en haut, quoi. Non, vous avez entendu du bruit, On s'est justement caché. vous vous êtes caché, vous vous êtes pas forcément rendu compte de la fin du bruit puisque vous étiez toutes les trois dans votre enquête, dans votre recherche. Ok. C'est juste qu'en sortant de la pièce, vous vous êtes aperçu que les bruits avaient cessé. Mesdames, je pense que nous en avons assez appris dans cette maison. Et en plus, il y a visiblement des gens qui sont intéressés par cette maison, peut-être pas très bien intentionnés, ou qui risquent de revenir. Donc je vous propose que nous partions d'ici et que nous nous rendions à l'université du professeur. Qu'en dites-vous ? Je suis d'accord, mais comment va-t-on faire pour rentrer dans l'université, pour apprendre quelque chose là-bas? On avait déjà parlé de faire une interview, mais il n'est pas là, on va juste nous dire qu'il n'est pas là, et puis c'est tout. Oui, mais ils savent pas à quoi ressemble. On reprend notre approche. Mais oui, mais justement, quelle approche on peut prendre? Parce qu'on sait que si jamais on leur dit, on cherche à le rencontrer, bah de toute façon, il est pas là, et... On peut rencontrer peut-être certains de ses collègues du département d'histoire. Ou son assistant. Je sais pas s'il a un assistant, mais en tout cas d'autres professeurs de l'université qui sont du même département. Et parce que l'idée, ce serait d'accéder à son bureau, Ouais, voir si on trouve des trucs dans son bureau, je pense. ouais, ok, on peut faire ça, ouais. Qu'en dites-vous, mesdames ? Et elle est où? Lily, tu remontes dans ta voiture et vous allez jusqu'à l'université ? Oui. Ouais.